Donc, le Tiken Jah Fakoly dont je vais vous parler ici, ce n'est pas vraiment en tant que tel le musicien. Même si il a choisi un domaine particulier de la musique. Le reggae, une musique à orientation spirituelle et politique. Et c'est une musique qui a une contrainte. C'est que le chanteur de reggae ne peut pas se comporter comme les chanteurs d'autres styles musicaux. Il ne peut pas tout à fait, par exemple, se comporter comme, je ne sais pas, le chanteur de rock. Il ne peut pas se comporter comme le chanteur de Smurf. Le chanteur de reggae appartient à une idéologie, à une école et à une philosophie. La philosophie reggae, qui globalement renvoie en réalité à la même essence que celle du panafricanisme. Car le mouvement reggae est né de la rébellion des Africains, des diasporas antillaises, contre la domination raciste, la domination coloniale, néocoloniale et impérialiste. Il y a entre le reggae et le panafricanisme un lien intime. Donc, le chanteur de reggae est nécessairement porté à exprimer les frustrations populaires. La chanson reggae, certes, peut célébrer la beauté pure, elle peut célébrer plusieurs thèmes, mais son axe fondamental, c'est que c'est une chanson d'émancipation. Africa Unite. Vous connaissez cette chanson de Bob Marley. Vous connaissez Bob Marley sur Zimbabwe. Vous connaissez toutes les chansons du plus célèbre des artistes de reggae qui soit Bob Marley. Donc, de fait, Tiken Jah, en choisissant de faire du reggae, a choisi d'une manière ou d'une autre d'exprimer les frustrations populaires. Mais là où il y a un problème chez Tiken Jah, c'est que l'expression de ces frustrations populaires est à géométrie variable en fonction de ses intérêts du moment. Elle est à géométrie variable en fonction de ses intérêts du moment. Et là, quand j'ai essayé de réfléchir aux intérêts de Tiken Jah Fakoly, je laisse l'artiste et je m'intéresse au businessman musical. Et je me rends compte que pour que le business musical de Tiken Jah Fakoly fonctionne, il faut qu'il soit en bon terme avec la puissance néocolonialiste française. C'est un point invariant. Tiken Jah n'a jamais porté le conflit avec la domination française au point où son business soit nuit. Et voilà pourquoi c'est l'un des artistes les plus promotionnés par RFI, par TV5, par AFP, par Jeune Afrique, par Le Monde. En fait, Tiken Jah, d'ailleurs, encore plus même que Alpha Blondy, est l'artiste chouchou de la France-Afrique. Et c'est là qu'il faut comprendre le paradoxe. Il y a des chansons de Tiken Jah qui sont contre la France-Afrique. Mais paradoxalement, la France-Afrique utilise Tiken Jah comme pour montrer à ceux pour qui Tiken Jah est supposé chanter que les frustrations africaines sont reconnues par Paris. Et c'est là que je dis que Tiken Jah est un pêcheur en eau trouble. Parce qu'il fait un reggae qui finalement a été apprivoisé par Paris, apprivoisé par l'Élysée. C'est un reggae qui a pour but de dégonfler les frustrations africaines, mais de les mettre sous le contrôle de la France. Voilà pourquoi sa carrière musicale est massivement protégée par les services français. Il est promotionné parce qu'il permet, pour ainsi dire, à l'establishment politique français d'aspirer à travers lui les frustrations des Africains et de donner l'impression aux Africains que ces frustrations sont reconnues. Alors même qu'au moment où ces frustrations sont reconnues, c'est-à-dire où on fait jouer Tiken Jah sur RFI, sur France 24, etc., on les neutralise. C'est le même mécanisme que Biya Paul a réalisé dans mon pays natal, le Cameroun, avec son faux opposant Issa Bakari Chiroma. Il a envoyé Chiroma jouer à l'opposant radical. Et quand ça commençait, la mayonnaise commençait à prendre, il l'a accompagné à l'étranger, au Nigeria et puis en Gambie. Et il a dit à Chiroma de dire qu'en Gambie, on lui a interdit d'être opposant. C'est exactement ce que je crois voir Tiken Jah faire. Il récupère ça et là les frustrations, il les met en chanson et il les remet à Paris. Paris expose ses frustrations,
Et à partir de là, c'est terminé. L'opération s'arrête là. Donc, c'est en quelque sorte quelqu'un qui fait un reggae instrumentalisé pour le néocolonialisme français. Le mécanisme de Tiken Jah consiste à exprimer et neutraliser les frustrations africaines par l'absence d'engagement actif dans le quadruple programme. C'est-à-dire qu'il y a toujours une limite chez lui. C'est quand il faut être aux barricades. Mais les barricades aujourd'hui, où il faut être, c'est où? Mais c'est dans tous les pays africains qui continuent d'accueillir les troupes néocolonialistes françaises et occidentales, c'est-à-dire les pays de la CEDEAO. Il n'est pas dans ces barricades-là. Tout d'un coup, quand il faut être aux barricades pour déloger ceux qui occupent notre continent contre nous, Tiken Jah devient critique de l'AES. Il se retourne contre ceux qui résistent. Au moment décisif où il faut soutenir ceux qui résistent contre les valets du néocolonialisme, Tiken Jah se retourne. Et c'est l'homme des déclarations alambiquées et ambiguës. C'est l'homme du flou, c'est le meilleur des pêcheurs en eau trouble. De ce point de vue, il est meilleur que Mahmoud Dicko, Tiken Jah. Parce qu'il essaye de cacher son jeu en donnant l'impression de critiquer tout le monde. Alors qu'en réalité, il est chargé de noyer les frustrations et de retourner les situations contre ceux-là même qui en sont victimes. Lisons ces dernières déclarations à la Deutsche Welle, média officiel allemand, qui aujourd'hui est un relais en réalité de France 24, de TV5 qui sont interdits. J'attire l'attention des autorités du Sahel sur le fait que la Deutsche Welle là est devenue le refuge des plumitifs de la France-Afrique. Tout ce qu'on ne peut plus faire entrer au Mali par RFI, qu'on ne peut plus faire entrer au Mali par France 24, par TV5 qui sont interdits, tout ce qu'on ne peut plus faire entrer au Sahel, on fait entrer ça maintenant par les médias alternatifs allemands, les médias européens d'autres pays que la France. C'est comme ça qu'ils sont en train de contourner l'interdiction de polluer le cerveau des Africains. Il dit ceci. Question de la Deutsche Welle. Vous vous intéressez à l'Afrique. Vous parlez de l'unité de l'Afrique. Vous parlez même des États-Unis d'Afrique. On voit aujourd'hui quand même qu'il y a aussi des petites dissensions sur le continent. On a d'un côté les pays de l'Est et puis on a le reste du continent, les États-Unis d'Afrique. Comment? Eh bien, Tiken Jah répond. Écoutez, moi je suis parmi ceux qui sont déçus parce que nos parents nous ont laissé des communautés. Par exemple la CEDEAO, mais qui a échoué parce que la CEDEAO n'a pas été capable de résoudre les conflits d'une manière juste. Et donc ce qui a fait que les Africains ont été déçus par la CEDEAO. Mais j'aurais préféré quand même, que même si on changeait le nom de la CEDEAO, mais j'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. Je prends cette première partie. Qu'est-ce qu'il dit là, Tiken Jah? Une chose et son contraire. La CEDEAO n'a pas été juste, mais tout le monde devait rester dans la CEDEAO. Vous voyez, c'est ce que je vous explique. Il fait semblant de critiquer l'injustice, mais après il la légitime. Si la CEDEAO n'a pas été juste, pourquoi on doit rester dedans? Tiken Jah Fakoly, si la CEDEAO n'a pas été juste, pourquoi les pays africains doivent rester dans ce machin? Ah, il dit, on aurait pu changer le nom de la CEDEAO. Est-ce que changer le nom de la CEDEAO change nécessairement l'injustice structurelle dont elle est faite? Et pourquoi la CEDEAO n'a pas été juste? La CEDEAO n'a pas été juste parce que c'est une organisation sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Est-ce que le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental vont se retirer uniquement parce qu'on a changé la dénomination? Et pourquoi le Mali, le Burkina Faso et le Niger doivent-ils rester dans une organisation qui n'a pas été capable de résoudre les conflits d'une manière juste? Pourquoi? Regardez, le tribunal de l'UEMOA qui attend 5 ans après les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines qui ont été infligées au Mali. Ils attendent 5 ans. Le Mali aurait pu disparaître. Et ils viennent dire que finalement c'est le Mali qui avait raison. Vous vous souvenez de ce qu'ils disaient en 2022 quand ils ont sanctionné le Mali? Tout le monde ici là, toute cette puissance à coquiner contre le Mali et contre l'Afrique, disait que c'était elle qui avait raison. Maintenant qu'on sait que c'est le Mali qui avait raison, où sont les réparations? Donc, je prends ce premier extrait. Vous voyez, Tiken Jah dit une chose. La CEDEAO n'a pas été capable de résoudre les conflits d'une manière juste. Et il dit ensuite une autre. Mais j'aurais préféré que tous les pays africains de l'Ouest restent ensemble. C'est-à-dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'auraient pas dû quitter l'injuste CEDEAO. Ils auraient dû y rester, malgré l'injustice. Vous voyez? Voilà ce que je vous explique. Il est là pour instrumentaliser son statut de chanteur de reggae
afin en réalité de récupérer les frustrations des Africains et ensuite de les tuer. Voilà un exemple. C'est une application, hein, et ce sont ces propos tenus sur la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Le CEDEAO n'a pas été juste, mais le Mali devait rester dedans. Ça, Froulaye. Donc le Mali devait accepter l'injustice. Le Mali devait accepter qu'on continue à le sanctionner, qu'on continue à le brutaliser, à le brimer. Voilà ce que dit un artiste qui prétend travailler à l'émancipation africaine. Quelque chose qui ne nous arrange pas. Pourquoi on doit rester dedans? Demandez à Tikenja. Je prends la deuxième partie de son propos. Parce que diviser les 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES se disent unis. Mais ils ont 3 présidents, il y a 3 gouvernements. Donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Vous voyez le raisonnement? Vous voyez le raisonnement de Tikenja? Analysons. L'AES, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? C'est une confédération. Tikenja en français, confédération, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une confédération, Tikenja? Une confédération est une fédération d'États. Une association de plusieurs États. On est parti de l'Alliance. De l'Alliance, on est passé à la Confédération. De la Confédération, on va passer à la Fédération. Tikenja Fakoly fait semblant d'ignorer que l'Alliance des États du Sahel est une construction volontaire, programmée, une construction réfléchie. On y va étape par étape, sans brûler les étapes. Et on est en train d'aller vers un État fédéral sahélien. On est en train d'aller vers la création d'un État fédéral sahélien. Monsieur Tikenja fait semblant d'ignorer qu'il n'y a pas 3 présidents de la Confédération de l'AES. Est-ce qu'il y a 3 présidents? Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a 3 présidents de la Confédération de l'AES? Il y en a toujours un seul. Le premier président de la Confédération de l'AES, c'était le président de la transition de la République du Mali, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Moi, j'étais assis ici à Bamako. Je ne sais pas où Tikenja était. Les 22, 23 décembre 2025 passés. J'ai vu la présidence de la Confédération passer des mains du président Assimi Goïta aux mains du président du Faso, son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Comment un artiste qui, soi-disant, œuvre pour l'unité africaine, peut ignorer que le Niger, le Mali et le Burkina ont accepté que maintenant le président confédéral, c'est un homme, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il dit, ils se disent unis mais ils ont 3 présidents. Non. Tikenja, vous êtes un misérable menteur. Vraiment, je suis désolé de vous le dire. L'AES, la confédération de l'AES n'a pas 3 présidents. La confédération de l'AES a un président en exercice. Il s'appelle son Excellence, Monsieur le capitaine Ibrahim Traoré. Il est le président confédéral. Je ne sais pas comment ça vous a échappé. Je ne sais pas si c'est un problème intellectuel, mais moi je vois que c'est de la malhonnêteté. Et après le président confédéral, qui est donc celui du Burkina Faso, on sait que le futur président confédéral sera le président du Niger. C'est le principe de la présidence tournante. Tikenja ment. Les pays, l'AES n'a pas 3 présidents, elle a un président. Écrivez ça. Dites à Tikenja d'arrêter de mentir. D'arrêter en réalité de désinformer, parce que c'est de la désinformation. Là, il se fait agent de désinformation. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un pécheur en eau trouble. Donc c'est quelqu'un qui est là pour semer la confusion dans les esprits. Est-ce que c'est clair? On continue. Il dit, donc on a l'impression que bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Ok, on va parler des élections. Tikenja, là, vous avez un problème, c'est que vous entrez dans un sujet que vous ne maîtrisez pas. Autant je peux vous reconnaître la compétence de chanter, la compétence de participer au montage de musique de reggae, la compétence de la prestation scénique d'artistes de reggae. Autant là, je peux vous dire, Tikenja, taisez-vous. Ou alors, venez à l'université, nous allons vous former. Parce que c'est un problème de niveau intellectuel. C'est un problème de culture. Vous êtes politiquement inculte. Je vais vous montrer que ça ne passera pas. On a l'impression que c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Monsieur Tikenja Fakoly, est-ce que vous pouvez nous faire le bilan des élections en Afrique? On va commencer ça par là. Les élections au Cameroun, vous appelez ça élection?
Les élections au Congo, Brazzaville, vous appelez ça élection. Les élections au Gabon, vous appelez vraiment ça élection. Ça mérite le nom d'élection. Les élections en Côte d'Ivoire, Tiken Jah Fakoly, ça mérite le nom d'élection. Les élections en Guinée-Bissau, là, ça mérite le nom d'élection. Vous appelez vraiment ça élection? Dans tous ces pays-là où on prétend avoir organisé des élections, en Afrique, entre guillemets, dites francophones, Tiken Jah, honnêtement, est-ce que vous pensez que ça correspond à des élections? On ne peut pas parler d'élections lorsque le président en exercice du pays confisque la commission électorale. Et donc se fait autoproclamer élu. On ne peut pas parler d'élections sérieusement lorsque le président en exercice contrôle la cour constitutionnelle du pays. Et donc, les magistrats accroupis répètent sa dictée. On n'appelle pas ça élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque la carte électorale du pays, la liste électorale du pays n'a pas fait l'objet d'un consensus. Et que des millions de personnes des diasporas africaines sont exclues. On ne peut pas parler d'élection. On ne peut pas parler d'élection lorsque celui qui est en exercice instrumentalise l'armée pour brimer l'opposition. Les prisons politiques sont pleines à craquer. On ne peut pas parler d'élection lorsque le président en exercice exclut les principaux opposants capables de le battre aux élections du processus électoral et dit ensuite qu'il a gagné contre ses propres marionnettes. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions, Tiken Jah. On ne peut pas parler d'élection là où il n'y a pas de transparence sur le financement électoral. Il n'y a pas de transparence sur le financement des partis politiques. On a des partis politiques de pouvoir qui confondent les caisses de l'État et les caisses de leur parti. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions. Enfin, Tiken Jah, on ne peut pas parler d'élection là où un pays fait financer ses élections par une puissance étrangère. La puissance qui finance les élections dicte celui qui les gagne. Or, la plupart de ces pays, 1, 2, 3, le FMI nous a prêté. L'Union européenne doit nous prêter ceci. Ah, il faut que nous bénéficions du fonds d'aide à la démocratie de la France. Ah, l'aide française à la démocratie nous a permis d'acheter des urnes. Partout en Afrique où on nous parle d'élections qui sont financées de l'étranger, nous savons que ce ne sont pas des élections. Donc, Tiken Jah dit que les pays de l'AES sont unis contre les élections. Parce qu'il prétend qu'en Côte d'Ivoire, c'est des élections. Au Cameroun, c'est des élections. Au Congo, c'est des élections. En Guinée, c'est des élections. En Guinée-Bissau, c'est des élections. Ça mérite le nom d'élection. Est-ce que nous nous respectons, nous, Africains, là? Est-ce que nous nous prenons vraiment au sérieux? Est-ce que ce que nous appelons élection en Afrique mérite ce nom? Non. En tant que scientifique du politique, j'ai créé un concept pour désigner les pseudo-élections. J'ai appelé ça les pourri-élections. Élections pourries. Commission électorale sous le contrôle du pouvoir. Voilà, on essaye de nous déranger. Sur Université libre de l'Afrique des libertés, on essaye de nous déranger. De la même façon d'ailleurs qu'on essaye de nous déranger un peu partout. Mes chers amis, faites un tour de partage. Faites un tour de partage. Là, je suis en train de rendre les néocolonialistes complètement fous. Ils attaquent toutes les plateformes. Aidez-moi. Ne vous contentez pas de me regarder. Partagez l'émission sur vos réseaux pour qu'on ne nous interrompe pas. C'est comment? Vous dormez? Nous sommes au combat ici, là. Nous sommes en train de démonter un imposteur, Tiken Jah Fakoly. Donc, Tiken Jah Fakoly établit une hiérarchie entre les pays où il y a des élections et les pays où il n'y en a pas. Alors que les pays où il y a des élections, là, la plupart de ces pays-là, ça ne mérite pas le nom d'élection. Ce ne sont pas des élections, ce sont des pourries élections. Dès lors que les 6 critères que je viens de vous donner ne sont pas respectés, il n'y a pas élection. Ça ne mérite pas le nom d'élection. On ne peut pas parler d'élection dans ces conditions. Ce n'est pas possible. Alors, donc, maintenant, deuxième point. Là, ça renvoie à l'inculture politique de Tiken Jah. Comme il fait du reggae, il a l'illusion qu'il comprend tout, alors qu'il ne s'est pas assis pour lire les bons livres. Tiken Jah, il faut savoir que les élections ne sont pas la seule méthode de légitimation du pouvoir politique. Les élections ne sont pas, dans l'histoire politique de l'humanité, la seule voie de légitimation d'un pouvoir politique. D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, les élections telles que vous les connaissez, les élections dites entre guillemets démocratiques, sont
récente, c'est autour du 16e, 17e siècle, que la bourgeoisie occidentale a mis en place ce mécanisme de désignation des dirigeants. Parce que cette bourgeoisie s'était assurée qu'elle avait l'argent, qu'elle contrôlait les institutions de la culture. Elle a créé donc des partis politiques qui lui permettent de capter le pouvoir et de l'exercer pour les intérêts de la classe à laquelle elle appartient. Il faut savoir que dans la démocratie grecque antique, on ne pratiquait pas les élections. Les dirigeants étaient désignés au tirage au sort. Si vous étiez 5000 hommes capables de gouverner la cité, à Athènes, ou je ne sais pas, à Sparte, on prenait vos noms, on mettait cela dans des petites boules de papier, chacun de vos noms, on mettait ça dans une urne, et comme la cité devait avoir 100 ou 200 magistrats qui devaient gouverner la cité, eh bien, pendant 4 ans ou 5 ans, on tirait au hasard le nom des 100 ou je ne sais pas, des 200 ou des 40 magistrats qui gouverneraient la cité pendant les 4 années à venir. À l'échelle du Mali, si on appliquait ce principe de la démocratie athénienne, on prendrait le nom de toutes les Maliennes, de tous les Maliens, en âge, en aptitude de gouverner. On ferait la liste des personnes dont on a besoin pour que l'État malien fonctionne. Sur les 10 prochaines années, par exemple, on tire les noms au sort. Et puis, ce sont ces personnes-là qui sont chargées des affaires de l'État pendant les 10 prochaines années. Et elles sont conseillées par les personnes qui, pendant les 10 années précédentes, avaient l'État. C'est comme ça que la désignation des dirigeants se faisait dans l'Antiquité, chez les Grecs. Et dans notre tradition politique, la tradition africaine, la désignation de dirigeants ne se faisait pas par le rassemblement massif du peuple pour voter pour quelqu'un. Non. On constituait d'abord, eh bien, un conseil des sages. Un conseil des sages du pays, c'est-à-dire des personnalités reconnues pour leurs aptitudes morales, spirituelles et intellectuelles. Ce conseil des sages organisait la sélection, eh bien, du conseil, eh bien, de gouvernement, c'est-à-dire des jeunes guerriers, des jeunes technocrates, des jeunes bureaucrates capables de traduire les orientations du conseil des sages. Ça, c'était le deuxième niveau, le conseil de gouvernement. Et à la base de l'organisation politique africaine, dont le symbole, c'est la pyramide, il y avait le conseil des corporations, l'équivalent de l'Assemblée populaire. Dans le conseil des corporations, il y avait les représentants de tous les métiers, de toutes les familles de métiers. Ces représentants participaient donc à la discussion avec le gouvernement et le gouvernement soumettait les résultats de cette discussion au conseil des sages qui donnait les orientations appliquées pour le pays. Voilà comment fonctionnait l'État négro-égyptien pharaonique. Et cela était légitime. Il faut que vous sachiez que l'élection est une forme récente de désignation des dirigeants dans l'histoire de l'humanité. Or, Tiken Jah Fakoly, qui n'a pas cette culture, qui n'a pas le temps, et peut-être pas la capacité de comprendre les bons livres, croit que quand il a parlé d'élection, il a jeté le plus gros pavé possible dans la mare du Sahel. Et que tout d'un coup, il va devenir, eh bien, le leader symbolique de la contestation intellectuelle de la révolution sahélienne. Tiken Jah, vous n'avez pas le niveau pour ça. Ça, c'est quelque chose qui est de notre domaine. Vous n'êtes pas dedans. Jouez votre reggae. Tiken Jah, sautez sur la scène. Incantez vos morceaux. N'entrez pas dans la théorie politique. Vous n'avez pas le niveau. La théorie politique requiert des aptitudes que vous n'avez pas. Même si je vous recommande le petit ouvrage de Bernard Manet intitulé « Les principes du gouvernement représentatif », Tiken Jah, si vous lisez ce livre, vous allez dormir après 4 pages. Parce que ce n'est pas votre domaine. L'erreur que beaucoup commettent, partout en Afrique, c'est de se mêler de questions pour lesquelles ils n'ont pas les compétences. Il y a des limites, Tiken Jah. Donc l'argument qui consiste à dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont peur des élections est un argument faux. Pourquoi? Parce que nous sommes ici dans un processus révolutionnaire, c'est-à-dire un processus de refondation des institutions. Avant d'organiser les élections, il faut s'assurer qu'on sera capable de respecter, eh bien, tout le cahier de charges permettant de dire ceci est une élection. Une liste électorale fiable. D'abord, un environnement apaisé. La paix et la sécurité. Ensuite, une liste électorale fiable. Une commission électorale irréprochable. Une justice électorale qui ne soit pas soumise aux aléas.
une transparence et une exigence, une rigueur dans le financement des élections. Il ne faut pas laisser l'argent étranger venir polluer le processus électoral. Or, toutes les élections qui ont été organisées au Mali ici depuis 1990 et en Afrique depuis 1990 sont polluées par l'argent étranger. Le néocolonialisme français est à l'affût, avec ses sacs de billets de francs CFA, fabriqués à Chamalières, pour les déverser à la moindre annonce d'une élection au Mali. Et aider des politiciens néocolonisés à corrompre les masses. Oui, la bande à Boubou Sissé, la bande à Moussa Mara, c'est ce que le néocolonialisme français attend d'eux. Que lorsqu'on va dire les élections commencent, on leur envoie un afflux de cette maudite monnaie pour aller tromper les Maliennes et les Maliens, en leur disant, avec nous c'est le bonheur, la preuve, voici 50 000. Avec nous c'est le bonheur, la preuve, voici 100 000. Avec nous c'est le bonheur. On va leur... Mais à Chamalières, ils font tourner la planche à billets de toutes les façons, ils s'en foutent, c'est l'Afrique qui paye. Tout ce qu'eux ils perdent, c'est du papier et de l'encre dans cette affaire. Pour le reste là, c'est l'Afrique qui paye. Quand on fabrique cette monnaie-là, en France, pour nous l'envoyer, c'est nous qui payons pour le chiffre. C'est nous qui donnons nos richesses en échange de cette monnaie. Ce n'est pas la France. Donc eux, ils s'en foutent. Dès qu'on annonce un processus électoral dans un pays, ils déversent des centaines de milliards. Ils déversent des centaines de milliards entre les mains de leurs hommes pour que ceux-ci corrompent la population et obtiennent des résultats qui sont l'expression de la volonté du ventre et non pas de celle de la raison et du cerveau. Les révolutionnaires sahéliens ont vu dedans et ont compris qu'il faut d'abord refonder les institutions. Il faut d'abord reformer la société. Il faut d'abord instruire la société, éveiller la société avant d'organiser des élections. Vous organisez les élections dans une société qui peut être encore aisément corruptible, dans une société qui est en état de fragilité, dans une société qui est confrontée encore à des difficultés eh bien élémentaires, vous vous exposez à ce que cette société soit instrumentalisée contre elle-même. Et nous avons vu cela. Voilà pourquoi nous ne sommes pas dans la course folle aux élections. Les élections, pourquoi faire? Avant de faire des élections, il faut s'assurer que les élections ne vont pas être un moyen pour nous affaiblir. Or, de 1990 à 2026, le processus électoral a été utilisé pour nous affaiblir. Les mêmes qui, entre 1960 et 1990, ont encouragé les partis uniques en Afrique, se sont levés en juin 90 avec le discours de la Bolle pour appeler au multipartisme. Le parti unique nous affaiblissait parce qu'eux, ils contrôlaient le dictateur. Et à travers le dictateur, ils contrôlaient le pays. Maintenant, le multipartisme nous affaiblit parce que les partis sont devenus des représentants des ethnies. Et les pays sont divisés par leur démocratie qui n'est rien d'autre que de la démocratie. Et vous voulez que les Sahéliens repartent comme ça aveuglément aux élections? Parce qu'ils veulent plaire à qui? À l'Union européenne? Ils veulent plaire à Macron? Ils veulent plaire à Trump? Non! Ici au Sahel, on a résolu de ne plaire qu'au peuple. De servir le peuple en âme et conscience. Donc Tikenja Fakoly fait partie des pêcheurs en eau trouble parce qu'il est un défenseur de ce que j'appelle l'électoralisme néocolonial. C'est un électoralisme qui est dicté par la CEDEAO corrompue, l'Union africaine corrompue, l'ONU corrompue, l'Union européenne corrompue. C'est un électoralisme qui conduit à des faux régimes, faussement élus, des putschistes constitutionnels, comme les dirigeants ivoiriens, camerounais ou congolais actuels. Comme les dirigeants de tous ces pays où on prétend avoir tenu les élections, mais tout le monde sait que ça ne vaut rien. Ce n'était pas des élections. Et les régimes qui ont été installés par ces fausses élections en Afrique, ce ne sont pas des démocraties, ce sont des démoncraties. C'est-à-dire des régimes qui sont dirigés par des hommes démoniaques. Des hommes qui proclament des principes qui ne respectent point. Voilà la vérité, Tikenja. Et ça, c'est quelque chose qui requiert la culture politique. L'analyse politique, dont on n'est pas capable. Donc, pour conclure, je dis, Tikenja, on vous a envoyé. On vous a envoyé essayer de déstabiliser mentalement les Sahéliens. En faisant croire que les présidents Goïta, Tiani et Traoré sont contre les élections. On vous a envoyé. Mais il faut savoir vous envoyer. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous essayez de discréditer intellectuellement la révolution sahélienne. Or, vous n'êtes pas l'intellectuel. Vous n'avez pas le niveau d'instruction minimale nécessaire pour être compté parmi les intellectuels. Ne vous mêlez pas de nos affaires. Chantez le reggae.
N'entrez pas dans nos affaires. Parce que là, si on vous demande d'expliquer l'histoire du concept d'élection en théorie politique, vous allez fermer votre bouche. Vous, Tikenja. Ce n'est pas l'histoire de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ce n'est pas l'histoire de la prestation scénique de reggae qu'on va vous demander. Venez nous dire qui a créé le principe électoral. Quelles sont les limites du principe électoral? Est-ce que les pays même qui ont créé ce principe électoral le pratiquent sérieusement? Venez nous dire cela, Tikenja. Si on vous invitait à une conférence scientifique à l'université pour en parler, vous ne seriez pas capable de tenir la dragée aux spécialistes que nous sommes. Donc, en conclusion, l'Occident qui fait aujourd'hui chantage des élections aux pays révolutionnaires panafricanistes croit avoir trouvé en Tikenja un pêcheur en eau trouble qui va pouvoir discréditer les régimes du Mali, du Burkina Faso et du Niger à travers le thème électoral. Tikenja Fakoli, ça c'est un coup d'épée dans l'eau. Nous sommes là. Nous, intellectuels panafricanistes, engagés, nous sommes là pour veiller à ce que la théorie politique africaine ne soit plus jamais dictée de l'extérieur. Nous allons évaluer de façon critique la politique africaine à partir de nos valeurs de civilisation, à partir de notre expérience historique. Ce ne sont pas les principes de la démocratie occidentale, des droits de l'homme occidentaux, ce ne sont pas les déclarations occidentales des droits de l'homme qui sont le principe de la politique africaine. Ce sont nos propres valeurs de civilisation. Les valeurs de civilisation Kouroukan-Fougan-Kratique, les valeurs de civilisation mahatocratique. C'est à elles que nous nous référons pour penser les institutions. Un état de droit africain est pensable, qui ne soit pas une copie, une reproduction de l'état de droit occidental. Nous pouvons repenser des républiques à partir du modèle pyramidal mahatocratique négro-africain, au sommet des conseils de sages, dans la phase intermédiaire des conseils de gouvernement et dans la phase populaire, dans la partie populaire de la pyramide, eh bien, de la gouvernementalité africaine, les conseils de corporation. Nous pouvons repenser l'État africain. Nous possédons les théoriciens, nous possédons les philosophes, les historiens, les politistes, nous possédons les sociologues, nous possédons les anthropologues qu'il faut pour penser l'Afrique. À nouveau, frère, pour refonder l'Afrique. Et le Mali est dans un processus de refondation. Dans votre petit chantage aux élections, on s'en tape à Bamako, on s'en tape à Niamey, on s'en tape, eh bien, à Ouagadougou. Pourquoi? Parce que les élections seront organisées quand les citoyens seront en capacité de comprendre les enjeux du vote. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Le travail de conscientisation, d'élévation du niveau de conscience des populations en Afrique et notamment au Sahel. Laissez-nous travailler. Paris, Bruxelles, Washington n'ont pas à dicter ni la forme des organisations politiques africaines, ni leur cadence. Ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur affaire. Et il y a 12 monarchies en Europe, Tikenja. Il faudrait aller faire des concerts là-bas pour leur demander d'organiser les élections pour le roi d'Angleterre. D'organiser les élections pour le roi de Norvège, le roi du Danemark, le roi de Suède. Qu'ils organisent les élections. Pour le roi de Monaco, le roi de Belgique. Qu'ils organisent les élections. Pour le roi d'Angleterre. Qu'ils organisent les élections en Espagne pour savoir qui doit être roi. Avant de venir parler aux Africains. Parce que nous, on sait. Et puis, ils ont leurs amis, leurs principaux alliés de l'OTAN avec lesquels ils attaquent l'Afrique. Ce sont les monarchies pétrolières du Golfe. Qu'ils aillent organiser des élections en Arabie Saoudite. Donald Trump, qui vient parler de démocratie, quoi que ce soit là, je protège les chrétiens. Qu'il aille organiser des élections au Qatar, à Oman, au Sultanat, au Bahreïn. Qu'ils aillent organiser les élections aux Émirats Arabes Unis. On va voir. Qu'ils aillent organiser les élections en Syrie. Qu'ils aillent organiser là-bas, qu'ils aillent organiser. Et qu'ils laissent l'Afrique tranquille. Voilà le message que je tenais à passer ce matin contre les deux imposteurs qui ont été d'une manière ou d'une autre missionnés au Sahel, à savoir, eh bien, Mahmoud Dicko, l'imposteur de l'impérial terrorisme, et Tikenja, celui qui est chargé, eh bien, de promouvoir l'électoralisme néocolonial en utilisant son populisme.